Merci beaucoup pour cette invitation pour parler des vitamines. Alors, quand on évoque les vitamines, ça reflète souvent le bien-être. Et effectivement, je pense qu'on a tous entendu en consultation mon fils ou ma fille est fatigué, est-ce que vous pouvez prescrire des vitamines, docteur ? Et vous, pendant ce temps-là, voyez l'enfant qui saute de votre table d'examen une dizaine de fois, vous ne le trouvez pas spécialement fatigué et vous demandez quel type de vitamine vous allez bien pouvoir lui prescrire. Alors, les vitamines, qu'est-ce que c'est ? C'est des molécules qui sont organiques, qui sont insuffisamment synthétisées par l'homme et qui doivent être forcément apportées par l'alimentation. Il y a 13 vitamines qui sont, comme vous le savez, séparées en vitamines liposolubles, A, E, K, A, D, E, K, et en vitamines hydrosolubles, qui sont les vitamines B et la vitamine C. Alors, comment ça marche ? En général, quand on consomme des vitamines, donc, elles sont absorbées sous forme de précurseurs, sauf la vitamine C et la vitamine E, et elles nécessitent une activation pour être actives dans l'organisme. Et les types d'actions sont différents selon les vitamines. Donc, ça peut être une action génomique avec une fixation sur un récepteur nucléaire et l'activation de certains gènes. Ça peut être un rôle de coenzyme, notamment toutes les vitamines B, sauf la B9, qui vont participer au métabolisme énergétique des macronutriments. Ça peut être des actions de transfert de groupement ou encore des actions antioxydantes comme la vitamine E et la vitamine C. Donc, quand on consomme des vitamines, on constitue un certain stock, une réserve, et puis si vous arrêtez d'en consommer, progressivement vous allez avoir un épuisement de ces réserves, et puis dans un délai de quelques mois à plusieurs années, vous allez avoir des signes fonctionnels qui vont apparaître, et si malheureusement ils ne sont pas dépistés, vous pouvez avoir des signes cliniques irréversibles. Il y a assez peu de risques de toxicité avec les vitamines, sauf avec certaines vitamines liposolubles comme la vitamine A et la vitamine D. Alors, la question était quand rechercher un déficit en vitamines. Donc, je vais passer assez vite fait sur quand rechercher, plutôt prévenir un déficit en vitamines, notamment liposolubles. Donc, devant une situation pathologique spécifique connue, c'est-à-dire en cas de prématurité. Donc, comme vous savez, les réserves du prématuré sont insuffisantes à la naissance du fait d'un faible transfert avant la naissance prématurée, avec une immaturité du tube digestif et une immaturité notamment de l'absorption et des besoins qui sont accrus liés à la croissance. Donc, les protocoles sont différents selon les services de néonates. Là, j'ai pris le protocole utilisé dans le centre où je travaille qui dit de mettre au moins des vitamines A, D, E, K jusqu'au terme. Deuxième situation, ça va être les pathologies digestives chroniques, notamment avec maldigestion, quand on a une insuffisance pancréatique exocrine, avec le modèle bien connu de la mucoviscidose. Alors pour la mucoviscidose, effectivement, quand il y a une atteinte de la fonction pancréatique exocrine, on va devoir supplémenter en vitamines liposolubles. Ces vitamines vont être à doser régulièrement dans le sang au moins tous les ans s'il n'y a pas de changement de posologie. Et le nouveau traitement modulateur du gène CFTR, qui est miraculeux pour la fonction respiratoire, l'est un petit peu aussi et pourrait améliorer en tout cas l'état nutritionnel avec une meilleure absorption. C'est pourquoi on pourrait peut-être revoir et diminuer effectivement les supplémentations pour ces vitamines pour la mucoviscidose. Il existe deux formes de supplémentation pour la mucoviscidose de vitamines liposolubles. Donc celle qui est bien connue, c'est la vitamine ADEC, qui est maintenant délivrée un peu plus difficilement du coup en officine hospitalière dû à des cas de surdosage, et elle est délivrable uniquement tous les mois, donc c'est un peu plus compliqué. Et il faut savoir qu'elle ne contient pas de vitamine K, donc il faut aussi en parallèle supplémenter en ampoule de vitamine K pour les enfants atteints de mucoviscidose. Il existe aussi des vitamines DCAS. Pour les moins de 4 ans, il y a une formule liquide, et pour les plus de 4 ans, il y a 3 formes de comprimés, un à croquer et 2 autres à avaler. Et le dosage de ces vitamines va être assez différent, donc il sera à faire en fonction du dosage sérique de ces vitamines. Et l'impact positif, on va dire, de vitamine DCAS, c'est que ce sont des vitamines finalement qui vont être
pas, on n'aura pas besoin de consommer du gras en même temps, parce qu'ils ont une capacité hydrosoluble. Et la vitamine A qu'on retrouve dans la vitamine DK, c'est d'origine bêta-carotène. Et là aussi, on a pour le coup moins risque de toxicité de la vitamine A. Autre situation pathologique, notamment les anomalies congénitales de l'absorption entérocytaire des lipides, avec donc ces hypo-bêta ou A-bêta-lipoprotidémie, ou la maladie de rétention des chylomicrons, qui va nécessiter des doses massives de vitamine E et vitamine A, notamment pour les A-bêta-lipoprotidémies, où souvent vous avez vraiment du mal à avoir des taux de vitamine E dans la norme, juste avec un apport Péros, et on est très souvent obligé de faire des perfusions d'acides gras, enfin d'intralipides, dans lesquels on ajoute des vitamines. Autre situation, les régimes qui sont pauvres en TCL, notamment en cas d'hypertriglycéridémie, de lymphangiectasie, et enfin dans les cholestases. Donc pareil, sans rentrer dans les détails, plusieurs protocoles de supplémentation, soit par voie intramusculaire, soit Péros, avec la nouvelle formule DECAS, enfin, qui est sortie il y a quelques années. Pour les vitamines hydrosolubles, les situations pathologiques, ça va être les situations d'hémolyse chronique, notamment avec la drépanocytose, par exemple, les sphérocytoses héréditaires, où vous avez un ajout d'acide folique systématique. Deuxième grande situation où il faut rechercher un déficit vitaminique, c'est en cas de résection chirurgicale ou de malabsorption étendue du grêle. Et notamment, je vous rappelle, sur ce schéma, l'endroit où sont absorbées les vitamines. Alors, la vitamine B12, elle n'est pas absorbée dans l'estomac, mais il y a une sécrétion par les cellules pariétales de l'estomac du facteur intrinsèque qui va migrer dans le duodénum et qui va permettre en fait une association avec la vitamine B12 pour être absorbée au niveau de l'ilion. Donc vous voyez que la majorité des vitamines A, D, E, K et des vitamines B, elles sont absorbées au niveau du grêle proximal et puis au niveau du jéjunum. Donc en cas de chirurgie, notamment de bypass ou de chirurgie assez proximale du grêle, vous devez vous méfier de ces carences vitaminiques. Pareil, en cas de résection iléocécale, vous allez vous méfier notamment d'une carence en vitamine B12. Troisième situation, devant des signes cliniques. Alors, une carence vitaminique, enfin, quel que soit l'ensemble des carences vitaminiques, peut toucher tous les organes. Alors, je ne vais pas détailler précisément, mais par exemple, quand vous avez une atteinte neurocentrale, vous devez suspecter une carence en vitamine B. Quand vous avez une atteinte hématologique, notamment une anémie macrocytaire, une carence en B9 et en B12. Quand vous avez une atteinte des follicules pileux, une carence en vitamine C, une alopécie, une carence en vitamine B8, et puis en cas de dépression, des carences en vitamine B, notamment B9 et B12. Alors, à vous de travailler maintenant. Maintenant que je vous ai décrit un petit peu les signes, est-ce que ça vous évoque une carence spécifique ? Ce n'est pas censé être une séance interactive, hein, mais voilà, là c'est par exemple un exemple de carence en vitamine B6, et là un exemple de carence en vitamine B12. Là, vous avez bien sûr reconnu la carence en vitamine C, et ici une carence en vitamine B3 ou PP. Autre situation. Donc, hormis les pathologies citées et également des alimentations thérapeutiques particulières, on peut aussi retrouver des carences vitaminiques devant des régimes complètement inadaptés, de parents qui carencent finalement leur nourrisson, leur enfant, suite à des idées préconçues et beaucoup d'erreurs alimentaires. Donc c'est très important de bien approfondir, quoi qu'il arrive, l'interrogatoire alimentaire dès que vous avez en face de vous des parents qui semblent un petit peu perdus ou étonnants. Voilà.
Et donc, oui, on va présenter des petites situations cliniques. Donc là, c'est Vladimir, qui a 13 mois, qui est né à terme, et qui consulte pour une régression psychomotrice depuis un mois. Il refuse de se mettre debout, il est complètement apathique. Quand vous faites la courbe de poids, vous voyez qu'il a perdu du poids. Il n'a plus d'appétit selon les parents. Et il est dénutri avec un poids pour taille qui est à 78%, un panicule adipeux qui est fin. Et puis, son carnet de santé est assez vide. Il n'y a pas de suivi médical, il n'y a pas de vaccination et pas de médication spécifique. Vous notez aussi qu'il y a un retard à l'éruption dentaire. Vous faites un bilan biologique standard qui est normal. Vous faites quand même des radios et puis vous tombez là-dessus, donc sur cet élargissement métaphysaire avec un aspect en toit de pagode, hein, comme on a appris. Vous voyez des fractures avec un cal vicieux et puis une corticale qui est assez fine. Donc, vous interrogez quand même ce patient, parce que vous avez oublié de le faire initialement, mais vous demandez quand même ce qu'il mange. Et c'est un patient donc, qui a eu un allaitement maternel exclusif dans les premiers mois de vie, et puis qui a eu un régime assez particulier, hein, qui avait des parents végétaliens, donc qui consommaient surtout des farines de riz, des fruits, des légumes, et il n'avait pas de supplémentation en vitamine C. Et quand vous dosez en vitamine D, pardon, quand vous dosez cette vitamine D, vous voyez qu'elle est effondrée et vous notez également que les autres vitamines sont normales. La ferritine était basse de façon associée. Donc vous êtes dans le cadre du rachitisme carentiel. Alors, la vitamine D, elle est un peu à part parce que tout à l'heure, je vous ai dit que toutes les vitamines pouvaient être apportées par l'alimentation. Alors, c'est vrai, sauf la vitamine D qui, comme vous le savez, nécessite une supplémentation idéalement quotidienne de 0 à 18 ans. Si vous ne la donnez pas tous les jours, vous la donnez par 3 mois ou par 6 semaines en cas de facteurs de risque. Dans les facteurs de risque, il y a rajouté aussi les régimes extrêmement restrictifs, c'est-à-dire les enfants qui mangent uniquement 2-3 aliments et pas des produits animaux. Autre cas clinique. Alors, nous avons reçu en hospitalisation, après un petit passage en réa, un enfant Mathis de 11 mois qui avait un tableau assez sombre, un peu étonnant, pour qui on pouvait même suspecter une tumeur maligne. Puisqu'en effet, au niveau des symptômes et de la clinique, il était donc très altéré, très fatigué, avec une perte des acquisitions, de la motricité et aussi un état physique dégradé avec des cheveux et des ongles cassants et fins, une peau bien abîmée. Et cet enfant, du coup, avait sur l'examen du myélogramme, on retrouve une pancytopénie qui retrouve donc une ferritine effondrée comme son albumine et sa préalbumine. Et la radio du squelette montre aussi une déminéralisation osseuse diffuse et une IRM cérébrale pas tout à fait normale due à cette dénutrition sévère. En effet, il avait des œdèmes au début qui pouvaient cacher un tout petit peu cette dénutrition sévère, mais dès lors qu'il les a perdus, on était vraiment à une cassure importante avec une perte de 30% du poids. Alors Mathis, en fait, il a reçu dès l'âge de 1 mois et demi du lait de chèvre natif. Bon, moi, j'étais un peu étonnée tout de même, parce que le lait de chèvre natif, il n'est pas du tout adapté, on le sait bien, pour un nourrisson. Mais finalement, la composition en calories et en lipides est presque similaire, même si ce n'est pas exactement les mêmes, mais par rapport au lait infantile. Donc, j'ai approfondi l'interrogatoire alimentaire et les parents m'ont confié qu'à partir de l'âge de 7 mois, ils ont commencé à filtrer le gras du lait puisqu'il était constipé. Donc la deuxième erreur, en fait, donc tout ça a fait que il était un régime délipidé avec un lait de chèvre et à partir des 10 mois, puisqu'il était toujours constipé, ils ont rajouté de l'eau épars, chose que vous dites parfois peut-être à vos patients, mais attention, si c'est déjà un lait reconstitué, ça va le diluer davantage. Donc finalement, il avait un lait totalement dépourvu de nutriments et de vitamines, de minéraux. Donc voilà, on retrouve une carence en B9, en B12 et en D, en fer bien évidemment. En C également, il a été donc supplémenté et en B1 et B6 pour limiter le risque de SRI. Donc cette prise en charge a été bien complexe et pluridisciplinaire bien évidemment.
Voilà pour Mathis. Et donc, je fais un petit lien avec la vitamine B9 qu'on aurait pu retrouver dans le lait infantile, mais le lait de chèvre en est très très pauvre, natif de chèvre. Et la vitamine B9, c'est celle qu'on va prescrire pour les femmes enceintes et qui va être retrouvée de manière alimentaire dans le foie, vu que c'est l'organe de stockage des animaux pour leurs vitamines, également dans les légumes verts à feuilles. Voilà, pour la vitamine B9. Après, il est souvent rare qu'on puisse avoir une carence en vitamine B9, surtout si les VGM et l'hémoglobine est normale. Donc, c'est plutôt quand même rare. Vitamine B12 qu'on retrouve d'origine animale, donc c'est celle qu'on va prescrire pour les végétaliens. Et elle est également dans le lait infantile. Lucas, 3 ans, est hospitalisé pour une impotence fonctionnelle totale, une asthénie depuis quelques semaines. Le carnet de santé est vide également. Il est douloureux à la palpation des articulations et des muscles. Vous faites une radio et puis vous voyez donc cette condensation métaphysaire avec un aspect de bande claire métaphysaire. Et comme vous êtes très fort, vous regardez également les gencives et vous faites le diagnostic de scorbut. Cet enfant mangeait uniquement des gâteaux apéritifs, des biscuits, des pâtes et du lait UHT. La vitamine D était bien sûr effondrée, donc il a été traité par de la vitamine D à 500 mg pendant 5 jours, puis un traitement d'entretien. Alors, le scorbut, on voit pas mal de publications actuellement sur l'augmentation du scorbut. Il faut se méfier de ces études parce qu'elles sont faites à partir du codage. Et parfois, il y a une extrapolation. On parle de scorbut sur un déficit en vitamine C, donc des taux biologiques de vitamine C qui sont abaissés. En fait, le prélèvement de la vitamine C il est un petit peu compliqué puisque le tube doit être amené au laboratoire à l'abri de la lumière, parce qu'autrement vous avez une oxydation et du coup votre taux de vitamine C va baisser. Pareil, en cas de syndrome inflammatoire, l'interprétation des taux de vitamine C est impossible. Donc l'HAS avait recommandé il y a quelques années de doser la vitamine C uniquement si vous avez des signes évocateurs de scorbut. Donc, chez les enfants qui ont des régimes extrêmement restrictifs, sans fruits et légumes et sans produits enrichis, vous les examinez bien. Et puis, au pire, si vous avez un doute, mieux vaut faire une supplémentation que chercher un déficit qui risque de ne pas être vraiment objectivé. Alors, la vitamine C, on la trouve... Donc principalement, pour le coup, là, ça va être dans les végétaux, dans les fruits et les légumes. Et voilà, pour la vitamine C... Lina, 7 ans, des parents qui sont cousins germains, une amyotrophie spinale de type 1B. Elle est dénutrie, il y a un projet d'arthrodèse, donc elle est hospitalisée. On essaie une nutrition entérale, mais elle vomit. On complète avec une parentérale. Et puis, elle sort, elle revient de l'hôpital. Et puis, finalement, un jour, elle finit par sortir avec une nutrition entérale et une nutrition parentérale, avec un projet de sevrage progressif de la parentérale. Et puis, elle revient 10 jours plus tard aux urgences avec une détresse respiratoire, une acidose lactique, une radio thoracique qui retrouve une cardiomégalie, un pro-BNP qui est augmenté. Et là, vous faites le diagnostic de beriberi humide sur ce choc cardiogénique, sur un déficit en vitamine B1, qui était dû en fait au fait qu'elle était sortie juste avec une formule de parentérale sans supplémentation vitaminique. Alors, tant qu'elle avait la nutrition entérale, ça se passait bien, mais le père avait arrêté de lui-même la nutrition entérale au domicile. Et comme elle n'était pas supplémentée en vitamines, en 10 jours, elle a développé cette carence en thiamine. Alors, les vitamines B. Donc pour les vitamines du groupe B, on les retrouve principalement dans les aliments d'origine animale et végétale. Effectivement, souvent on pense vitamines, fruits et légumes. Donc là, on peut rassurer les parents qui ont des enfants qui sont petits mangeurs et qui consomment très peu de fruits et légumes. Il y en aura ailleurs également. En général, donc c'est dans le foie, encore une fois, que cet organe de stockage, et dans les poissons gras pour toutes ces vitamines, sauf pour la B1 et B8. On les retrouve dans les légumineuses, dans les viandes, les volailles. Et on retrouve aussi dans le graines de tournesol, voilà, les arachides, et la levure de bière, qui n'est pas très utilisée en pédiatrie, mais effectivement, ce micro-organisme a besoin de vitamines du groupe B pour fonctionner, donc on la mange directement au final.
du coup la carence en B1. Le dosage de la thiamine, en fait, ce qu'on dose, c'est la thiamine triphosphorylée en chromatographie liquide haute performance, et il n'y a pas de seuil défini. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué. Quand vous la suspectez, il ne faut pas attendre le résultat, vous supplémentez d'emblée. Ronaldisant, c'est un trouble du spectre autistique non communicant qui a un régime du coup assez restrictif avec des chips, des cookies. Ses parents le trouvent fatigué, il est plus agressif depuis 10 jours. Vous essayez de l'examiner, mais il se laisse difficilement approcher, il ferme les yeux. Vous le trouvez plutôt pâle, mais il ne semble pas vraiment douloureux à la mobilisation. Vous faites un bilan qui retrouve une anémie microcytaire sur carence partiale. Autrement, vous n'avez pas grand-chose d'anormal. Et en fait, il faut toujours penser, chez ces enfants qui ont des régimes très restrictifs, à une carence en vitamine A avec une atteinte de la cornée, notamment des secondaires à une xérophthalmie, des ulcérations de la cornée qui peuvent donner cet inconfort. Et là, du coup, on ne pouvait pas bien l'examiner parce qu'il fermait les yeux en permanence. Les vitamines liposolubles. Donc on les retrouve en grande partie pour la vitamine A sous forme de rétinol dans les aliments d'origine animale et en bêta-carotène dans les aliments d'origine végétale. La vitamine E avec les huiles végétales, graines et le poisson gras. Et donc la vitamine K1 d'origine végétale et la K2 d'origine bactérienne. Alors, les autres situations pour chercher une carence en vitamines, ça va être la prise de médicaments, notamment le méthotrexate, comme vous savez, où on supplémente avec de l'acide folique 5 mg par semaine, et puis notamment la dialyse et certains antibiotiques ou antiépileptiques qui peuvent donner des carences vitaminiques. Vous supplémentez au cas par cas selon le régime alimentaire. Dernier cas clinique avec Kylian, 16 ans, qui n'a pas d'antécédent, qui consulte pour une faiblesse musculaire. Il a un signe de l'hermite positif, pas de troubles digestifs, une anémie macrocytaire. Il vous dit qu'il mange de tout sauf les produits de la mer. Je sais pas si vous pensez à quelque chose en particulier. Vous, devant le signe de l'hermite positif et cette anémie macrocytaire, vous suspectez une carence en vitamine B12 qui est confirmée biologiquement. Et en fait, ce jeune garçon, il avait un usage récréatif du protoxyde d'azote. Et le protoxyde d'azote va oxyder la vitamine B12 qui ne va plus avoir son rôle de cofacteur pour passer de la méthionine à l'homocystéine. Alors, ici, cette diapo pour résumer, en fait, quand rechercher une carence en vitamine B12, donc on en a déjà parlé dans les chirurgies, vous avez aussi les causes constitutionnelles, notamment en cas de déficit en facteur intrinsèque, et de défaut d'absorption, notamment de la cubuline, qui va donner cette maladie et qui donne une carence en vitamine B12. Je fais juste une diapo sur la vitamine B9, alors pas pour tout ce qu'on a déjà évoqué, mais pour parler en fait des mutations homozygotes du gène MTHFR qui sont responsables d'une homocystéinémie. Et je vous rappelle que la carence en folate, elle ne doit pas être recherchée si vous n'avez pas une anémie macrocytaire. Les seules conditions favorisantes, c'est vraiment cette mutation homozygote. Ce qu'il faut faire, c'est un dosage érythrocytaire des folates qui va refléter les réserves. Et dans cette mutation, c'est vraiment important de faire ce dosage érythrocytaire parce que, en fait, vous avez cette transformation des composés de l'acide folique qui ne se fait pas entre le 5,10-méthyltétrahydroacide folique et le 5-méthyltétrahydrofolique. Et donc, vous devez supplémenter ces patients, pas avec de l'acide folique, mais avec du 5-méthyltétrahydrofolique. En conclusion, il faut bien connaître effectivement les pathologies médicales et chirurgicales qui peuvent nécessiter une supplémentation. Alors, ce n'est pas très exotique, mais les carences les plus fréquentes, ça reste la carence en vitamine D par une supplémentation qui est insuffisante. Puis, pensez toujours carence en vitamine B12, notamment régime végétalien, et comme on a vu, on le voit de plus en plus avec le protoxyde d'azote. Les carences en vitamine C, B9, vitamine A, thiamine, elles sont exceptionnelles et elles se rencontrent vraiment dans des régimes extrêmement sélectifs ou des dénutritions sévères. Merci beaucoup.